Entre conservation et revendication des toits, comment protéger efficacement nos parcs, particulièrement le parc national des Kahuzi-Biega, théâtre des conflits armés entre les peuples autochtones et les éco-gardes. On en parle aujourd'hui dans cette émission avec nos invités. Nous avons en ligne M. Vedast Sitouli, chercheur spécialisé en développement rural, gouvernance environnementale et droits des peuples autochtones. Et un deuxième invité, il s'agit de M. Joël Bololi Itombo, ingénieur en économie agricole, gestionnaire des aires protégées en Afrique. On va les recevoir dans les minutes qui suivent. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler des préparatifs du deuxième recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va parler particulièrement sur le recrutement des agents de terrain dans les différentes provinces, en dehors de Kinshasa, pour les opérations de cartographie. On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec M. Henri-Marie Kazadi, coordonnateur du bureau central du recensement. Des questions et préoccupations, le standard est ouvert. Composez le 082 567 30 95. 082 567 30 95. John Chibois coordonne cette émission et la réalise. Jean-Claude Siala assure la mise en onde. Esther Mambote et Evril Mambassa assurent la diffusion sur YouTube et sur X de Radio Okapi au micro. Jody Daniel Kachama, bienvenue à tous. Okapi. Bien, le parc national de Kahuzi-Biega dans l'est de la République démocratique du Congo est souvent le théâtre des conflits entre le peuple batois ou les Tois et les éco-gardes d'État. Les peuples autochtones dont la survie dépend de l'accès aux ressources des forêts sont souvent délogés après des affrontements avec les éco-gardes dans ce patrimoine mondial de l'UNESCO célèbre pour ses gorilles des plaines de l'Est. Par ailleurs, ce parc est devenu une base arrière pour les groupes rebelles qui s'adonnent principalement au braconnage et à l'exploitation minière avec l'aide volontaire ou forcée des populations locales. Pour contrer la présence des milices et des braconniers, les éco-gardes des lycéennes effectuent des patrouilles sous haute tension, risquant régulièrement leur vie en voulant sécuriser ces zones écologiques. Les mécanismes comme le dialogue de Bukavu ont été actionnés par l'État congolais pour améliorer les droits des populations locales et autochtones afin de les impliquer activement dans la préservation. Alors face à toute cette réalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger efficacement nos parcs nationaux, particulièrement le parc des Kahuzi-Biega? On en parle avec nos invités. Monsieur Vedast Sitouli Alinirou est chercheur spécialisé en développement rural, gouvernance environnementale et droits des peuples autochtones. Monsieur Sitouli, bonjour. Bonjour, Monsieur Daniel. Bonjour également à tous les auditeurs, toutes les auditrices de la Radio Okapi. Bienvenue dans cette émission. La première question est de vous demander de nous présenter ce parc de Kahuzi-Biega avec toutes ses spécificités. Oui, partant de la présentation du parc national de Kahuzi-Biega, je suis d'avis que bon nombre de gens savent que le parc national de Kahuzi-Biega se trouve à l'est de la RDC, principalement dans la province du Sud Kivu, à 30 km de la ville de Bukavu. C'est un parc qui a été créé vers les années 1970 et qui regorge des espèces emblématiques, notamment les gorilles des plaines et plusieurs espèces endémiques. Merci. Bien. Alors aujourd'hui, quelle est la situation de ces parcs? On a appris qu'il y a souvent des conflits entre les peuples autochtones, les Batois et les éco-gardes. Qu'est-ce qui est à la base de ces conflits récurrents? Je pense que pour analyser la question des conflits qui existent entre, moi je dirais, les gestionnaires du parc national de Kahuzi-Biega et les peuples autochtones Batois, il faut vraiment l'inscrire dans une réalité historique de longue date. Parce que pour ceux qui ne les connaissent pas, vers les années 1970, le parc a changé les statuts
d'une zone géologique en parc national. Et du coup, il y a eu classement vers les années 70 et en plus aussi de l'extension du parc qui est passé dans les années 1975 de 60 000 à 600 000 hectares. Il y a plus de 6 000 ménages batois qui ont été expulsés dans la haute altitude. Mais malheureusement, on se rend compte que cette expulsion n'était pas suivie par une indemnisation ni par un consentement libre, préalable et éclairé. Et du coup, c'est de là où le conflit a commencé. Parce qu'on se rend compte que même l'arrêté portant extension de 1975 était prise même en contradiction avec la loi foncière qui n'autorise pas quand même au président de la République de déclasser un espace de plus de 2000 hectares. Et du coup, le conflit a commencé, qui ne portait pas uniquement sur les peuples autochtones, parce qu'on se rend compte qu'il y a même aussi certains villages du territoire des ninjas, qui étaient, non, de la chefferie des ninjas, voulais-je dire, Oui. qui étaient aussi incorporés dans les limites du parc. Et du coup, les peuples autochtones ont été quand même expulsés. Ils vivent actuellement sur des espaces riverains, sur des terres appartenant soit au privé, soit des terres qui ont été concédées par certains chefs coutumiers, ou également aussi des terres qu'ils ont reçues auprès de certaines organisations gouvernementales. Oui. Et du coup, n'ayant plus quand même un territoire propre, et c'est de là qu'il y a toujours des revendications, parce qu'on se rend compte que vers les années déjà 2008, ils ont été en justice contre l'ICCN et le PNKB. Et là, ils ont déposé leurs plaintes au niveau local, notamment à Kavumo, après à Bukavu, après Kinshasa. Et c'est vers 2015 qu'ils sont partis même à la Cour africaine des droits de l'homme à Banjul. Et même la Cour qui a prononcé en leur faveur, qui a prononcé la justice en leur faveur en 2022. En 2024 également, la Cour a également voté aussi ou mis en place un andédoum lors de leur session ordinaire. Et ce conflit vraiment a perduré depuis déjà 2018, commençant d'abord par ce que nous on appelle des résistances qui étaient vraiment cachées, si je peux emprunter les concepts de James Scott. Et après, on est passé à des résistances ouvertes, notamment cette juridicisation de ces conflits, à travers des sorties médiatiques, à travers des affrontements directs et physiques entre les éco-gardes et également aussi avec les batois, jusqu'à ce que déjà en 2018, comme vous l'avez dit, les batois s'étaient décidés de rentrer dans les parcs par force. Oui. Bien. Et on se rend compte que lorsqu'ils étaient rentrés dans les parcs, vraiment, ils ont exploité les parcs durant 13 mois. Et durant les 13 mois, il y a beaucoup d'affrontements qui s'étaient liés entre les éco-gardes et ces batois, jusqu'à ce que certains s'étaient même procuré des armes et qui devenaient plus aussi une nouvelle forme d'insécurité au niveau local. Donc, ils ont même mis en place une milice. Oui, certainement. Ils ont mis même en place une milice. Même il y a eu des procès même pour certains qui étaient arrêtés, notamment le chef batois Kassoula qui était arrêté. Il y a également le chef batois également de Kalehe au nom des 12 qui étaient également arrêtés, qui étaient encore dans la prison centrale de Bukavu. Mais lors de l'arrivée des M23, il s'était échappé comme tous les prisonniers. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même ces affrontements qui sont vraiment réguliers, réguliers entre le peuple autochtone batois également avec les éco-gardes.
Bien, un instant, Il y a déjà... on va donner la parole à M. Joël Bololi Itombo, qui est également un éco-garde. Il est ingénieur en économie agricole et gestionnaire des aires protégées en Afrique. Vous voulez participer à l'émission, le standard est déjà ouvert. 082 567 30 95. 082 567 30 95, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour participer à l'émission. Monsieur Joël Bololi Itombo, bonjour. Bonjour, monsieur. Bien. Alors, nous parlons de ces conflits récurrents entre les éco-gardes et les peuples autochtones, les Batois particulièrement. Et vous êtes aussi éco-garde, chef responsable. Et vous avez sûrement vécu ces genres de situations. Alors, dites-nous, quelles sont les autres raisons qui sont à la base de ces affrontements récurrents? Et il y a eu, par exemple, la rencontre de Bukavu pour chercher à résoudre ce problème, mais le conflit continue toujours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces sujets? Oui, concernant ces conflits entre le peuple autochtone, soit pygmées et les éco-gardes que nous faisons partie dans le parc national de Kahuzi-Biega, c'est vraiment un conflit très complexe qui nous oppose entre, certainement, on peut dire, la conservation de la nature et le peuple autochtone. Donc, si réellement nous pouvons intervenir concernant cette question, il y a deux volets. Donc, les pygmées jusqu'à aujourd'hui, ils déclaraient leurs droits depuis qu'ils étaient expulsés dans les communautés lors de la création de l'extension du parc. Ça, une récompense, comme l'a dit le premier intervenant. Oui. Pourquoi? Parce que l'UCCN, depuis les années avancées, l'UCCN travaille seulement avec le partenaire, mais le gouvernement avait tendance d'essayer un peu de laisser le besoin derrière, malgré que les chartes donnent un peu de droit à ce peuple autochtone lorsqu'il y a une demande surtout de place, d'expulsion et tout. Il devrait normalement être rémunéré comme c'était passé dans des différentes cours et tribunaux, différents cours et tribunaux. Voilà pourquoi le peuple autochtone jusqu'à aujourd'hui, comme ils étaient éparpillés à un moment, les autres étaient arrêtés pour poursuivre la justice. Et après leur sortie de prison, ils ont maintenant en train de faire d'autres choses qui constituent aujourd'hui une menace dans les parcs. Donc, comme disait Taylor autrefois, il disait la pauvreté et le manque d'alternatives économiques. Pour les éco-gardes, les grands problèmes causaux est la présence des groupes armés, d'activités illégales dans certaines parties du parc qui accroît le tension jusqu'aujourd'hui entre la population et les peuples autochtones. Et ainsi, à mon avis, État qui est maintenant ingénieur et spécialiste des gestionnaires de aires protégées, souvent les incidents s'opposent surtout sur les sentiments d'injustice environnementale et le manque de dialogue entre les gestionnaires de parcs et communautés locales. Donc, cette manque ne dit pas c'est surtout à notre niveau des éco-gardes, mais c'est entre les autorités qui devraient nécessairement trouver une consensus d'attente entre l'UCCN, donc nous qui sommes sur le terrain, et le riverain, les peuples riverains. Oui. Donc, dans cette optique, il y a les pygmées qui devraient nécessairement voir les autorités et en parler en tête à tête pour qu'il n'y ait pas de bousculade d'un côté à l'autre. Voilà pour ce qui concerne d'abord ça, c'est le conflit qui persiste jusqu'aujourd'hui. C'est jusqu'à ce niveau que nous sommes en train de voir les choses. Bien, nous parlons du parc de Kahuzi-Biega entre conservation et revendication des peuples autochtones. 082 567 30 95. Appelez-nous pour participer à cette émission. On va accueillir M. Gloire Ntangano depuis la ville de Goma. Monsieur Ntangano, bonjour.
Allô, monsieur Ntangano, vous êtes à Goma, bonjour. Allô? Monsieur Ntangano, merci d'ouvrir votre micro. Appelez-nous au 082 567 30 95 pour participer à cette émission de La vie au quotidien. Je reviens à vous. Monsieur Ntangano, vous êtes là? Bien, il n'est pas toujours là. Monsieur Vedaste Sitouli, je reviens sur cette rencontre des Bukavu où toutes les parties étaient autour d'une table pour trouver des solutions par rapport à ces conflits entre les éco-gardes et les peuples autochtones. Est-ce qu'on peut dire que cela avait, à l'issue de cette rencontre, il y a eu quand même des solutions ou bien les solutions ne sont pas toujours satisfaisantes? Monsieur Vedaste Sitouli. Merci. Oui, merci Daniel. Je disais que ce qui est vrai, il y a toutes les conventions qui étaient signées entre les gestionnaires du PNKB et également avec les éco-gardes. On se rend compte qu'il y a eu vraiment une lanterne dans la mise en application de toutes les actions convenues. Parce que dans la feuille de route, les grandes réalisations devraient non seulement contribuer au développement socio-économique de peuples batois, mais les nœuds de toutes les actions résidaient dans la distribution des terres ou l'octroi des terres aux populations batois. Mais malheureusement, depuis 2019, 7 ans après, on se rend compte que les batois, ils n'ont jamais eu ces terres. Mais aussi avec quand même, je rédigeais un article quant à ce, où je montre que même lorsqu'on parle de ces terres, il ne faut pas vraiment voir la terre comme quelqu'un penserait le sol. Mais il faut aller vraiment dans une vision vraiment complexe et penser la terre en termes de territoire. Et c'est là où résident les problèmes, parce que les Batois, ils ont arrivé à recenser certaines concessions, mais lorsque vous échangez avec eux, ils montrent que non, oui, on a recensé les concessions, mais il y a quand même cet attachement qui est encore là entre nous et les parcs. Et là, on s'est dit, oui, il y a eu la feuille de route de Bukavu, mais les problèmes résident dans la mise en application. Il y a quand même aussi certains rites qui sont actuellement organisés, même si pas de manière permanente, par les gestionnaires du PNKB, mais on se rend compte qu'il y a toujours les rapports du pouvoir qui persistent. Alors, il y a un problème d'une réelle collaboration. Monsieur Vedaste, la feuille, qu'elle prévoit exactement la feuille de route de Bukavu? La feuille de route de Bukavu prévoyait, je peux classer les actions sur trois volets. D'abord, le volet socio-économique, centré sur les besoins de développement, le financement des actions de développement, notamment l'agriculture, l'élevage. Les volets fonciers, où on disait qu'il fallait que l'État puisse indemniser les Batois à leur octroyer des terres, et également les volets culturels. Les volets culturels, parce qu'ils disaient non, les Batois disaient nous sommes toujours nous voulons toujours organiser nos rites de manière permanente et cela d'une manière indépendante. Sauf qu'on se rend compte que c'est plus, il y a quand même cette relation du pouvoir dans l'organisation alors de ces rites. Ouais. Voilà, on a appris que souvent les Batois ont un attachement particulier à la forêt. C'est là où ils font les rites traditionnels et c'est là où ils tirent toutes les ressources dont ils ont besoin pour vivre. Oui, certainement. Bien, on va accueillir les auditeurs. Gentil Bassokwamba nous appelle depuis le Kasaï central. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Aujourd'hui, Daniel Kachama. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capi que monsieur à ce moment. Bonjour aussi à nos invités du jour. C'est Gentil Bassokwamba pour le moment à Kazumba. Je vous propose, ce n'est que 5 questions, s'il vous plaît, puisque c'est un sujet très pertinent, vraiment. Non, 5 questions, 5 questions, c'est beaucoup. Vous pouvez réduire à 2 ou à 3. Ok, je dois vraiment poser rapidement, s'il vous plaît. Première question, comment l'État congolais peut-il garantir la protection
du parc national de Kaouzi, tout en respectant les droits fonciers, culturels et historiques des peuples autochtones batois. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quelles mesures concrètes sont envisagées pour mettre fin au conflit récurrent entre les écogardes et les communautés locales afin de favoriser une cohabitation pacifique? Pourquoi les populations vivant autour du parc continuent-elles à payer davantage de la conservation alors qu'elles supportent souvent les conséquences des restrictions d'accès aux ressources naturelles? Comment lutter efficacement contre les groupes armés, les braconnages et l'exploitation minière illégale sans aggraver la vulnérabilité des communautés locales et autochtones? Bien, merci beaucoup. Merci gentil. Les dialogues de Bukavu, s'il vous plaît, la dernière question là, c'est très, très pertinent aussi. Le dialogue de Bukavu a-t-il permis des avancées concrètes pour les Batois et quelles actions restent encore à mettre en œuvre pour instaurer une gestion participative et inclusive du parc? Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Joël Bololi Itombo, vous avez la parole. Oui, concernant les questions qui ont été posées, monsieur, nous savons que les droits certainement sont garantis comme prescrit les lois de notre charte. Mais de toutes les façons, le gouvernement, parce que quant à ce qui concerne les rémunérations et la prise en charge, ce sont les gouvernements qui doivent nécessairement répondre à des besoins de tous les habitants, les riverains de n'importe quel parc. Alors, si les habitants, les riverains n'arrivent pas à avoir les tête-à-tête avec les autorités pour en parler à l'amiable et qu'ils choisissent d'entrer par force dans la conservation, soit protégés, je voudrais ici évoquer les 3 rôles des écogardes, qui est premièrement de surveiller les parcs, de lutter contre le braconnage, et deuxièmement, c'est empêcher l'exploitation illégale des ressources, et troisièmement, c'est signaler ou combattre les institutions avec l'appui des autorités compétentes sur tout. Alors, si les riverains n'arrivent pas à avoir tête-à-tête avec les autorités et qu'ils trouvent les concessions sur tout ce qui concerne leurs rémunérations, leurs droits, et qu'ils font violence d'entrer dans les zones protégées, en tout cas, ça doit barder à tout moment parce que c'est toucher nécessairement les rôles ultimes des écogardes qui sont formés pour tout simplement protéger les aires protégées et, comme j'étais en train de dire, surveiller, donc empêcher toute exploitation illégale au sein de zones protégées. Voilà pourquoi, s'il y a des points nécessaires qui nécessitent que soit une rémunération, soit une mise en valeur, le pygmée, soit tous les riverains dans les 4 coins de la République démocratique du Congo devraient nécessairement chercher des bases et moyens et voir les autorités acquis des droits pour traçabiliser leurs droits. Mais ce n'est pas par l'usage de force dans les aires et les zones protégées. Ceci introduit déjà un danger, un chaos, échange de faits et des pertes des eaux, des morts d'hommes qui devraient tout simplement nous arriver. État de frères d'abord, de toutes les façons, on est Congolais, on ne pouvait pas au moins souhaiter que ceci nous arrive. Voilà, et on a appris qu'il y a beaucoup des écogardes qui perdent aussi leur vie et qui vivent constamment en insécurité à cause de tout cela. Vous êtes écogarde, vous avez certainement été là-bas. Pouvez-vous nous raconter votre expérience? Oui, concernant l'insécurité, c'est lorsque surtout les autochtones, les peuples autochtones, parce que vous savez, les écogardes n'ont pas de champs, ils n'ont pas de là où ils peuvent s'approvisionner de tout ça. S'ils ont de l'argent, ils doivent nécessairement aller là où habitent les peuples riverains. Alors, si les peuples riverains arrivent déjà à se liguer en force pour exploiter illégalement le forêt, vous voyez que les accrochages dans les aires protégées qui est passé, je veux dire, dans la forêt, doit nécessairement se résoudre d'un conflit
d'où, soit si c'est par cette ville où vous devez soit voyager pour aller n'importe où, si vous passez la journée comme ça, c'est un danger pour un éco-garde qui doit nécessairement être attaqué par ces populations. Et aussi, les éco-gardes sont en danger parce que ce n'est pas seulement venir exploiter par les champs et tout ça, mais ils utilisent aussi les armes. Je veux dire quoi, les braconniers, ils viennent avec les armes, des fois attaquer les éco-gardes tête à tête, et il y a les éco-gardes qui perdent leur vie, et les autres sont blessés, les autres... Donc, vous savez que ceci, c'est déjà une problématique nécessairement comme nous sommes en train de parler ici si fort, pour que ces gens-là, les pygmées, des fois, ils n'ont pas de bons conseillers qui devraient les orienter où ils pouvaient trouver des solutions. Alors, la solution, nécessairement, ce n'est pas par l'usage des forces de feu et des armes, mais ils peuvent tout simplement faire, de toute façon, de chercher les têtes à tête, soit par le document, soit par il fait des associations pour que, de toutes les façons, les autorités compétentes puissent trouver, à mon humble avis, et je pouvais mettre, mon humble avis, en tant que spécialiste et gestionnaire des aires protégées, je mets à la disposition de membres de la conservation ces 8 stratégies essentielles et professionnelles pour l'efficacité d'une protection des aires protégées. À primo, c'est associer la communauté locale et le PP dans la gestion de parcs, n'importe quel parc en République démocratique du Congo, et la reconnaissance et respecter les droits des peuples, des autochtones. Ça, c'est au niveau des autorités qui devraient faire ça. Et troisièmement, c'est développer les activités génératrices de revenus autour de parcs, et l'agriculture durable, les écotourismes et l'apiculture artisanale et tout ça. Quatrièmement, c'est renforcer la formation et l'encadrement des éco-gardes en matière des droits humains et remonter leur niveau en tactique et aussi mettre en place des mécanismes de dialogue et des règlements de plaintes de riverains, lutter contre les groupes armés. Donc, c'est comme déjà les éco-gardes, ce que nous faisons à tout moment, et les problématiques arrivent parce que nous luttons toujours. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des violations dans les aires protégées. UTM se partager équitablement si réellement les autorités parlaient avec les peuples et riverains, partager équitablement les bénéfices de la conservation avec la communauté riveraine, créer et renforcer des zones tampons communautaires autour de parcs pour que ces peuples autochtones n'arrivent pas à manquer ou ils pouvaient s'en procurer à manger, de l'eau et de tout ça, et l'équipement et tout. Oui. Donc nous, à notre niveau, en tant qu'éco-garde, nous ne pouvons pas accepter que ce soit la nuit ou les jours, l'entrée illégale de n'importe quelle personne s'il n'est pas autorisé par les autorités. Alors, pour que ceci ne tienne, je pense que je ne suis pas seulement en train d'intervenir en tant qu'éco-garde, mais en tant que scientifique, parce que vous savez, l'honnêteté scientifique nous oblige de dire au moins ce qui régit des lois, et surtout de la charte de notre pays. Alors, ces gens, ils sont en train de réclamer leurs droits, allais-je dire, mais d'une façon un peu bizarre qui ne recadre pas à la paix. Alors, pour recadrer et demander leurs droits à la paix, ils devraient nécessairement saisir les autorités à l'amiable et non à la violence avec les armes. Bien, on va accueillir Blaise Saïdi depuis Kisangani, parc des Kahuzi-Biega, entre conservation et revendication des peuples autochtones. Blaise Saïdi, bonjour. Oui, bonjour cher Jody, bonjour à l'invité ainsi qu'aux auditrices de la Radio Capi. Quelle est votre préoccupation? Jody, la protection, oui, je dois chuter par quelques questions. Je donne d'abord une idée. La protection du parc national de Kahuzi-Biega, bien que créé depuis 1970, est une nécessité pour préserver la biodiversité et les espèces menacées. Mais elle ne doit pas se faire au détriment des droits des peuples autochtones qui sont les Batois. Je dois aller tout juste par quelques préoccupations. La première préoccupation, comment concilier la protection du parc national de Kahuzi-Biega
avec le respect des droits des peuples autochtones qui sont des Batois. La deuxième préoccupation, pourquoi les revendications des communautés Batois n'ont-elles pas encore trouvé une solution durable? La troisième question, avant de chuter, quel rôle l'État congolais doit-il jouer pour mettre fin au conflit entre éco-garde et population locale? Et chuter à la question, comment renforcer la sécurité du parc face à la présence des groupes armés et les exploitants illégaux? Je me limite à ce niveau-là pour donner place à d'autres personnes, cher Jody. Merci beaucoup, Blaise Haïdi, depuis la ville de Kisangani. 082 567 30 95. Appelez-nous à ce numéro pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Monsieur Vedaste Sitouli, vous êtes chercheur spécialisé en développement rural, gouvernance environnementale et droits des peuples autochtones. Qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur Blaise Haïdi depuis Kisangani par rapport à ces préoccupations? Par rapport à toutes ces préoccupations, je pense que j'avais déjà quand même ramassé certains éléments qui abordent quand même les avancées dans l'affaire des routes de Bukavu, où je montrais que malgré tout ce qui s'était dit, il y a vraiment cette problématique foncière qui n'est pas encore résolue et qui vraiment est au centre de toutes les préoccupations et de toutes les revendications de ces Batois. Alors, conserver et tout en respectant les droits des Batois, tout en respectant les droits des communautés locales, parce que ça doit être une priorité, parce que chaque fois nous devons nous poser la question, on conserve pour qui? Et lorsqu'on trouve une réponse à cette question, on voit la nécessité vraiment de mettre en place un système de collaboration entre les gestionnaires et également les populations riveraines et peuples autochtones. Alors, quelles sont vraiment les mesures concrètes qu'il faut vraiment mettre en place? Dans le cadre de mes recherches sur le même questionnement, j'ai essayé de montrer qu'il fallait d'abord garantir l'accès des Batois au territoire, mettre en place vraiment un territoire approprié pour les Batois. Parce qu'ils ne doivent pas normalement rester des squatters dans toute leur vie. Il y a des générations, il y a plus de 50 ans, les gens qui sont là, il faut les visiter, vous allez voir les territoires sur lesquels, donc les terres sur lesquelles ils vivent. Il est nécessaire que l'État congolais, parce que c'est à ce niveau, et on se rend compte que lorsqu'on échange avec les gestionnaires, ils disent l'irresponsabilité, c'est de l'État congolais. Sauf que je vais annoncer quand même une bonne nouvelle, parce que d'ici la fois dernière, en février 2026, on a mis en place une décision instituant une commission chargée quand même d'inventorier donc toutes les pertes et également une commission pouvant travailler sur l'indemnisation et la réparation des Batois. C'est une décision qui a été sortie au niveau national. Oui. Peut-être on va attendre toujours la mise en disponibilité parce que une chose est de mettre en place une décision et une autre chose est de l'appliquer, comme aussi l'a fait de Bukavu. Alors, deuxièmement, mon collègue il a très vite montré qu'il est important de mettre en place un système de dialogue, un système d'accès aux produits forestiers non lignés. Parce que pour moi, je disais qu'il est possible de mettre en place, juste des mécanismes locaux, des mécanismes concertés d'accès et des surveillances pour que les Batois quand même accèdent non seulement aux produits forestiers non lignés, mais également aux sites culturels. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec... Il y a par exemple Joël qui a proposé qu'on puisse créer des zones tampons au sein du parc. C'est vraiment très, très intéressant parce que même c'est parmi les problématiques également du parc. Parce que le parc national de Kahuzi-Biega n'a pas de zone tampon. Du coup, vous êtes en train de marcher, vous ne savez plus si vous êtes déjà au niveau de la chefferie ou si vous êtes déjà dans les parcs. Et c'est vraiment problématique. Il est idéal quand même de mettre en place également cette zone tampon. Merci.
Bien, parc des Kahuzi-Biega, entre conservation et revendication des peuples autochtones. On en parle aujourd'hui dans votre émission Okapi Service. Pour participer à ce programme, composez les 082 567 30 95. 082 567 30 95. Voilà Milambo, Pobelungo. Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble des correspondants et une équipe des présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi. Bien, nous parlons de la conservation de la nature aujourd'hui, le parc des Kahuzi-Biega, comment protéger efficacement ce patrimoine, théâtre des conflits amers entre les peuples autochtones et les éco-gardes. Voilà, avec nos invités, on est en train d'examiner les différentes solutions à apporter à ces différents conflits. Monsieur Joël Bololi Tombo, ingénieur en économie agricole, éco-garde et gestionnaire des aires protégées en Afrique. Alors aujourd'hui, il n'y a pas que les conflits entre les peuples autochtones et les éco-gardes, il y a également l'exploitation minière, les bandes armées qui occupent le parc actuellement. Ce parc se trouve dans une zone occupée par les M23 et autres. Alors comment les éco-gardes arrivent à s'en sortir dans ces contextes-là? Oui, les éco-gardes sont efficacement formés pour contrer n'importe quelle brutalité sur terrain, mais aussi défendre l'intégrité des zones, je veux dire, de parc, l'aire portion qui a été donnée. C'est comme je suis en train de parler, les rôles ultimes que les éco-gardes sont en train de jouer au sein des aires protégées. Les éco-gardes racontent beaucoup de difficultés et aujourd'hui, ils nécessitent que le gouvernement puisse voir comment renforcer les éco-gardes avec de logistique, de formation, et puis qu'ils prennent la conscience que les éco-gardes sont en train de faire un boulot qui dépasse au moins la force de leur capacité, mais au moins on en tient. Mais malgré cela, on perd aussi de vue de beaucoup de gens. Voilà pourquoi dans les augmentations des tensions entre la méfiance envers les autorités de conservation et les difficultés de protéger efficacement les biodiversités, les dégradations de certaines zones par l'exploitation illégale des ressources, les fermes des élevages de grandes bétails dans les corridors écologiques atteinte de main part de politiciens et tout. Ce n'est pas seulement les braconniers à main armée, mais aussi l'usage des politiciens pour leurs intérêts personnels, comme j'ai souligné si haut. Alors, les gouvernements devraient mettre en place la main sur l'appui de formation et le renforcement des logistiques à toutes les classes possibles, classe 1, classe 2, classe 3 jusqu'aux classes 9, pour que les éco-gardes soient vraiment au niveau de débouter dehors toutes les attaques au sein des aires protégées. Voilà, c'est tout ce que nous sommes en train de demander, parce que présentement, ce sont les attaques qui se succèdent d'un côté à l'autre. Il n'y a pas assez des éco-gardes dans des zones. Donc, le gouvernement devrait voir sur l'appui de ces côtés-là pour qu'il n'y ait pas de faillite, comme nous sommes en train de voir que nous sommes en train de diminuer en volume de personnel dû à des attaques ci et là, des braconniers et de tout ça, voilà au moins. Et par rapport à ceux qui viennent exploiter les minerais, comment ça se passe? Comment vous arrivez à vous en sortir? J'imagine que beaucoup des éco-gardes perdent la vie à cause de tous ces intérêts. Voilà.
Oui, certainement, oui. On peut s'en sortir parce que nous avons des techniques tactiques qui nous préviennent dans des formations concernant ce genre de situations. S'ils arrivent qu'ils sont forts que nous, on peut replier et venir donner les rapports à acquis des droits et de toutes les façons, c'est l'hiérarchie qui trouve des solutions. Mais de toutes les façons, nous leur boutons dehors et malgré qu'on leur boute dehors, mais ils viennent toujours, ils s'efforcent toujours demain au lendemain. Et c'est parmi les préoccupations que les autorités doivent vraiment mettre ça en place pour aider aussi la vie de ces parents responsables des écogardes dans leur mission et aussi aider que les corps de protection des parcs nationaux qui y est déjà mis en place pour essayer un peu de renforcer la force des écogardes sur terrain et ce corps qui est commandé par un général-major. Il est suffisamment fort sur ça et il est en train d'améliorer et de faire les demandes à son échelon, à son hiérarchie pour qu'il trouve de toutes les façons de solutions à de différentes problématiques sur ce genre de problèmes. Oui. Parc national des Kahuzi-Biega, entre conservation et revendication des peuples autochtones. On en parle aujourd'hui dans votre émission Okapi Service. Nous avons en ligne M. Louemboé Kitenge Jano depuis la ville de Kolwezi. Jano Louemboé, bonjour. I'm not sure if you are calling the right... Oh. Désolé, il n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Monsieur Vedaste Sitouli, vous avez suivi les propos de Joël Bololi par rapport à la protection des éco-gardes, par rapport à... Voilà, ils sont souvent... Ils font face à beaucoup de situations où ils sont en insécurité, leur vie soit en insécurité. Et surtout que la partie Est, aujourd'hui, le parc est occupé par les mouvements rebelles. Est-ce qu'ils ont toujours les contrôles sur la gestion de ces parcs? C'est la grande question que l'on se pose aujourd'hui, Vedaste Sitouli. Oui, Monsieur Daniel, il faut comprendre que actuellement, lors de l'arrivée des rebelles du M23, il y a quand même tous les éco-gardes qui ont pris fuite. Et même jusqu'à l'heure où l'émission est en train de se passer, jusque-là, les sites de Tivanga n'est pas occupé par les gestionnaires du PNKB, parce que c'est occupé par les rebelles du M23. Et du coup, on se rend compte que les gardes du parc aussi, ils ont pris fuite, comme également tous les militaires. Et du coup, on se rend compte que le parc est laissé à la merci de tout le monde. Donc actuellement, vraiment, dans la haute altitude du PNKB, vraiment l'accès, on se rend compte qu'on a intensifié la destruction de ces parcs parce que non seulement qu'il n'y a plus d'éco-gardes, mais également à cause aussi de toutes les conditions économiques que vraiment la guerre a imposées aux populations. Et je pense que c'est de là que peut-être avec les collègues, je voulais dire, est-ce que réellement il ne fallait pas plus penser à ce que moi j'appelle dans le cadre de mes recherches, la socialisation de la conservation, où les gens au niveau local savent qu'on conserve pour eux. Parce que du coup, on se rend compte que le parc est devenu comme vraiment tout un espace qui est entouré par des gens qui sont affamés, parce qu'il n'y a pas un partage des avantages liés à la conservation, où on pense qu'il faut plus promouvoir la militarisation, toutes les violences vertes. Et là, je pense que c'est un élément de réflexion que je donne à mon collègue pour dire, est-ce que vraiment ils ne font pas penser à socialiser cette conservation? Parce qu'on peut penser que la présence des éco-gardes assure plus la conservation et on considère les populations locales comme des braconniers. Il est urgent quand même de penser d'autres mécanismes pour que quand même la conservation soit non seulement au service des communautés, mais aussi que les communautés rendent quand même service à cette conservation. Merci.
Bien, Monsieur Joël Bololi, vous avez suivi actuellement le parc est à l'abandon parce que les éco-gardes ne sont plus là. C'est la partie du pays est occupée par les mouvements rebelles. Donc aujourd'hui, on peut dire que le parc est à l'abandon. Monsieur Joël. Si l'AMI a souligné ça, c'est tout simplement ces derniers temps par rapport à ce qui se passe au pays. Il peut tout simplement penser à ça, mais oui, réellement, il y a des parties où le rebelle du M23, comme il a souligné du côté Kavumu et du côté aéroport de Kavumu, tout ça là, les éco-gardes, ils sont réellement congolais et maltraités comme tous les Congolais qui sont maltraités par ce rebelle. Ils essaient un peu de donner un peu de congé. Mais le parc reste toujours en gestion parce que les directeurs restent toujours là et il y a des éco-gardes qui effectuent avec la continuité du travail. Mais quant à ça, il a encore essayé de proposer de solutions comme de donner l'accès, de partager la gestion du parc avec le riverain et les toits et tout. Oui, c'est parmi mes interventions quand j'ai souligné sur. Mais cette décision ne revient pas à nous, à notre niveau, c'est au niveau de l'hiérarchie, qui devrait voir surtout les propositions que j'ai soulignées dans les 8 propositions que j'avais soulignées, quand je disais qu'à ma qualité de gestionnaire de aires protégées, j'ai donné les 8 stratégies essentielles. Alors, j'avais déjà expliqué toutes les stratégies possibles, mais les populations nécessitent d'abord être renseignées, être d'abord informées sur l'importance de gestion des aires protégées. Le confrère a posé une question sur pourquoi on protège pour qui et par qui. Voilà ce que je voulais lui proposer, mon très cher estimé collègue intervenant. Vous savez, les éco-gardes ne sont que des Congolais comme vous, comme moi et comme tout le monde. Mais ils ont pris le risque de perdre leur vie pour tout simplement protéger les espèces qui peuvent se disparaître dans des 4 petits matins. Et pourquoi ils protègent? Ce n'est pas parce qu'ils vont vivre des années, mais pour préserver aussi la vie de ceux qui vont venir après nous. Alors, si ce souci-là est partagé à tout le monde, les riverains et tout le monde, les scientifiques, les autorités, le partenaire, vous allez voir que nous allons tous combattre pour un seul objectif qui serait de savoir comment économiser la vie. Parce que si on ne protège pas ces espèces et que l'on utilisait très brutalement, l'on pouvait tout simplement perdre les espèces importantes, surtout les viandes animales qui nous procurent de vitamines, qui nous procurent la force, qui nous procurent beaucoup de renforcement des anticorps, oui. Et aussi les plantes. Il y a des plantes très sensibles qui ne supportent même pas qu'il y ait contact avec les corps humains surtout. Et voilà, je voudrais ici amener que le peuple puisse comprendre que ce n'est pas de la mauvaise volonté seulement des éco-gardes pour forcer la liberté ou bien la préservation de forêts, mais c'est dans le but de vivre ensemble, dans l'esprit de voir un peu très loin pour espérer aussi qu'après nous, le monde doit vivre. Parce que protéger la nature, c'est protéger la vie au moins. C'est tout ce que je pouvais dire concernant l'idée de l'AMI. Mais il doit nécessairement savoir que la mise en place de militaires, comme il a proposé, il y a déjà un corps de protection des parcs nationaux il y a les policiers d'État, les FARDC et les éco-gardes qui travaillent à connivence pour bouter dehors
n'importe quelle attaque. Et je dirais que ce corps est commandé par le général-major, je sais son nom, c'est le général-major Massi Bamba Gilbert Albert, qui jusqu'aujourd'hui est en train de faire des projets d'envergure pour trouver des solutions à de Monsieur Joël, oui, c'est bien tout ça, mais comme le parc est aujourd'hui se retrouve sous occupation, les éco-gardes ne sont plus là, donc on suppose que maintenant c'est l'anarchie, c'est le désordre, on exploite comme on veut. Alors, Monsieur Vedas, c'est tout la question que je me pose maintenant. Qu'est-ce que les gorilles des plaines de l'Est deviennent? Est-ce que ces gorilles sont toujours là ou sont allés ailleurs ou ils ont été carrément détruits? Merci Daniel de la question. Vraiment, moi, je ne saurais pas trouver une réponse exacte à cette question, vu que non seulement moi aussi, je ne suis pas au pays, mais quand même, j'ai essayé d'échanger ce matin avec un collègue, donc quelqu'un qui travaille au parc et qui est dans les services de conservation communautaire. On se rend compte que quand même, il y a des mécanismes qu'on est en train de vouloir monter, vu que la haute altitude est encore occupée par les rebelles, de voir si peut-être il faut concentrer quand même leurs efforts dans la basse altitude. Mais les gorilles sont là parce que ce sont des animaux et souvent dans leurs habitudes, en cas de déforestation, ils ont soit l'habitude de migrer et on ne saurait pas quand même prédire leur avenir vu que le pays est dans la rébellion, l'espace est occupé et la loi est faite par ces mouvements rebelles. Voilà, la loi est faite par les rebelles, donc on peut dire que l'avenir du parc est en danger. Certainement, oui. Bien, merci beaucoup, Monsieur Vedas Tassitouli Alinirou. Je rappelle que vous êtes chercheur spécialisé en développement rural, gouvernance environnementale et droits des peuples autochtones. Nous vous disons également merci à Joël Bololi Itombo, qui est ingénieur en économie agricole, gestionnaire des aires protégées en Afrique, d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de la protection du parc national des Kahuzi-Biega, qui est le théâtre des conflits armés, mais aujourd'hui, avec l'occupation de la partie Est par les rebelles. Donc, la protection et la conservation est mise à mal. Merci. Excellente journée et à la prochaine. Merci. Merci, nous vous remercions. Bien, restez à l'écoute de Radio Okapi, de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. On va suivre les informations et on se retrouve juste après. Il est 11h à Kinshasa.